Bonjour à toutes et à tous, Pascal Curtil, GFI. Je vous retrouve pour ce 8e épisode du Virtual Tour UX et aujourd'hui on s'intéresse au test utilisateur. Une question qu'on pose souvent, c'est quoi un test utilisateur? Eh bien, on va le découvrir maintenant, c'est parti. Je vous ai fait une définition assez simple. Un test utilisateur, c'est observer des utilisateurs cibles pour évaluer l'utilisabilité, l'ergonomie et l'attractivité d'un produit ou d'un service. Alors il y a un mot là-dedans que vous connaissez pas forcément qui est l'utilisabilité. Ça fait partie, ça fait l'objet d'une norme ISO, la 9241. Et l'utilisabilité, c'est très simple, c'est la combinaison de l'efficacité, c'est-à-dire est-ce que vous arrivez à faire la tâche qui vous est confiée, avec l'efficience. L'efficience, est-ce que vous le faites de manière efficace, c'est-à-dire est-ce que c'est performant, est-ce que vous allez vite, et la combinaison de la satisfaction. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous travaillez avec plaisir sur cette application? C'est ça l'utilisabilité. Donc du coup, un test utilisateur très simple, observer des utilisateurs cibles pour évaluer l'utilisabilité, l'ergonomie et l'attractivité d'un produit ou d'un service. Ça peut être un service, tout ce qui est digital notamment, ou ça peut être, et pas que, et ça peut être un produit. Voilà, donc définition simple du test utilisateur. 4 idées reçues, c'est important, et vraiment, ces idées reçues, on les entend relativement souvent. La plus dangereuse est probablement celle-ci, ça ne sert à rien, je sais ce que veulent les utilisateurs. Eh bien, avec un cerveau tout seul, ou alors avec une petite équipe, même de cerveaux brillants dans un projet, on ne peut pas savoir ce que veulent réellement des centaines, des milliers, des millions d'utilisateurs. C'est très rare de définir avec précision. Donc la seule façon de faire pour savoir exactement ce qu'ils veulent et pour répondre exactement aux besoins, c'est de leur demander, donc c'est de faire des tests utilisateurs. Donc méfiez-vous de cette idée reçue, je sais ce que veulent les utilisateurs, c'est très probablement pas le cas. Ensuite, c'est long, ça va pénaliser l'avancement du projet. Alors oui, ça peut être long, on verra qu'il y a des techniques rapides, ça peut être long, mais par contre ça ne pénalise pas l'avancement du projet, parce que si vous développez votre projet sans les utilisateurs jusqu'au bout, eh bien vous allez arriver à un projet qui leur conviendra, peut-être, et peut-être que ça ne leur conviendra pas, auquel cas vous devrez démonter tout votre projet pour refaire quelque chose qui correspond mieux aux besoins. Et bien là, en fait, avec les tests utilisateurs, vous allez gagner du temps. Troisième idée reçue, c'est cher, on ne peut pas se l'offrir. Eh bien, on va le voir tout à l'heure, il y a notamment toute la partie guérilla test qui est très rapide, qui demande peu de moyens, peu de temps, et qui vous permet de tester plein de choses. Donc, c'est cher, pas forcément, vous allez le voir. Et enfin, c'est difficile. On ne sait pas faire. Eh ben, je vais vous expliquer des petites techniques assez simples, et puis je pense qu'il y aura d'autres vidéos pour expliquer point à point un certain nombre de tests utilisateurs possibles et faisables, et puis évidemment, faites-vous accompagner par des boîtes spécialisées. Alors, pourquoi faire un test utilisateur? Ça, c'est important. Un schéma vaut 1000 mots, le voilà. C'est un schéma de Jacob Nielsen, qui est un des papes de l'ergonomie et de l'UX, un américain. Et donc ce schéma nous indique, il est basé sur l'expérience et sur un certain nombre d'études, que le test utilisateur, c'est tout simplement l'outil le plus performant pour identifier les problèmes. C'est aussi simple que ça, on peut s'arrêter là. Vous voyez, sur ce schéma, le point important, il est là, avec 5 utilisateurs. Donc si vous faites un test sur votre prototype, avec 5 utilisateurs, uniquement 5, vous identifiez 80% des problèmes. Si vous passez à 8 utilisateurs, vous êtes au-delà de 90% des problèmes. Et on considère qu'avec un test de 12 utilisateurs cibles, on a identifié la très grande majeure partie des problèmes. Donc vous voyez que c'est abordable. Et c'est le test le plus performant. Et puis deuxième sujet, on fait un test utilisateur aussi pour confronter les parties pris à la réalité et valider une approche. C'est-à-dire que dans votre projet, pour votre produit ou pour votre service, vous avez des partis pris. Vous avez décidé de faire une conception comme vous le sentiez, à partir d'études, à partir de vos idées, etc. Et donc là, on confronte ce parti pris à la réalité. C'est ça qui est important, pour valider votre approche produit ou votre approche service. Donc pourquoi faire un test utilisateur? Parce qu'il n'y a pas mieux. Les 3 étapes d'un test utilisateur, ça c'est important. Première étape, la préparation, la scénarisation et le recrutement. Recrutement de qui? Recrutement des utilisateurs, évidemment. La scénarisation, c'est important parce que vous avez quelque chose à tester, on verra, c'est un prototype que vous avez notamment, ou un morceau de prototype, vous avez ça à tester, mais vous n'allez pas le lancer aux utilisateurs en leur disant « qu'est-ce que vous en pensez ?» Parce que là, du coup, vous aurez un retour extrêmement flou. Vous allez scénariser un parcours utilisateur. Donc vous allez demander à vos testeurs par exemple, si vous êtes un site de retail, d'essayer d'acheter tel ou tel produit.
D'accord? Donc ils vont devoir se débrouiller à travers votre tunnel d'achat, à travers un certain nombre d'étapes, pour arriver au résultat qui sera acheter ce produit-là. Et c'est tout au long de ce test-là qu'on va leur demander, qu'on va les observer, et qu'on va leur demander ce qu'ils en pensent, comment ils avancent, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît moins, pourquoi ils n'arrivent pas à faire certaines choses, etc., etc. Donc la préparation, la scénarisation est une étape, c'est la première étape évidemment du test utilisateur, et c'est une étape très importante. 2, le déroulement, évidemment, on reviendra sur les types de tests tout à l'heure, sur le déroulement, donc ça c'est quand ça se passe, faut pas que ce soit trop long, on va voir il y a du quanti, il y a du quali, on verra ça tout à l'heure. Déroulement, c'est la deuxième étape. Troisième étape, qui est évidemment importante, sinon tout le reste n'a servi à rien, c'est l'analyse et la restitution. L'analyse, c'est-à-dire, vous allez avoir une quantité de données issues de vos tests qui peut être plus ou moins importante, et cette quantité de données, eh bien il va falloir l'analyser en entonnoir, pour en sortir des préconisations et des recommandations pour modifier votre approche. D'accord? Et ça, c'est itératif. Hein, donc vous faites un test utilisateur, ça vous amène à modifier votre approche, donc à revoir votre produit ou votre service, et puis vous allez le retester. Hein, c'est un cycle itératif comme un cycle agile. Donc les 3 étapes, vous pouvez les retenir, c'est facile. Alors les caractéristiques des tests utilisateurs. Il y en a pas mal, je vous en ai extrait, je pense, une douzaine, qu'on va voir rapidement. Un test, ça peut être quantitatif, c'est-à-dire vous avez besoin de tester un large panel, et par large panel, on peut parler de plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes, pour avoir des tendances. Le test quantitatif va vous donner des tendances. Est-ce que ça c'est mieux, est-ce que ça fonctionne, etc. Deuxième test, évidemment, le test qualitatif. Donc là, vous êtes sur des populations plus réduites, et vous êtes sur des sujets beaucoup plus précis. Et le test qualitatif va vous permettre vraiment d'aller jusque dans les micro-interactions, donc de déterminer avec précision des voies d'optimisation de l'expérience que vous délivrez. Test qualitatif. Test AB, on en entend beaucoup parler, les retailers notamment en font beaucoup, mais on peut l'appliquer à tout un tas de domaines. AB, c'est je vous propose une solution A, je vous propose une solution B, vous êtes testeur, et vous allez me dire, c'est A que je préfère ou c'est B que je préfère. Vous l'avez peut-être remarqué, Amazon est un retailer très amateur de test AB, et vous avez peut-être remarqué que vous n'avez pas toujours la même page d'accueil. Parce qu'Amazon, en permanence, teste plusieurs types de pages d'accueil, avec des menus placés un petit peu différemment, avec des contenus placés un petit peu différemment, avec des contenus un peu différents, et comme ça, avec un grand volume d'utilisateurs, Amazon va pouvoir récupérer des données pour dire, le menu, il vaut mieux qu'il soit là. Ça marche mieux quand il est là. Les contenus, il vaut mieux qu'ils soient comme ça marche mieux quand ils sont comme ça, etc. Ça, c'est un test AB. Ensuite, en situation naturelle, je vous l'affiche avec en situation contrôlée, il y a vraiment 2 sujets là. C'est de dire, situation naturelle, c'est votre utilisateur dans son environnement. Par exemple, vous faites une app de fitness. Est-ce que vous voulez tester votre app de fitness en amenant quelqu'un dans un laboratoire d'essai pour l'observer en train d'utiliser l'app, ou alors est-ce que vous voulez aller l'observer en situation naturelle, c'est-à-dire quelqu'un chez lui, il va démarrer votre app, sortir son petit tapis et puis s'en servir. Eh bien peut-être que dans ce cas-là, pour une appli de fitness, la situation naturelle est largement supérieure en termes de retour à la situation contrôlée. Test à distance, c'est un autre sujet, c'est-à-dire qu'en général on fait venir des testeurs dans un laboratoire de test ou dans vos locaux pour tester, et on peut aussi avoir des mécanismes de test à distance, notamment pour les tests quantitatifs. Donc sur des panels d'utilisateurs qui sont recrutés, il y a des boîtes spécialisées pour ça, et donc vous faites appel et vous dites moi je veux 10 000 testeurs sur tel ou tel sujet, et voilà le scénario que je vais leur exposer. Observation, évidemment, l'observation c'est je regarde ce que vous faites. Je regarde ce que vous faites avec l'application, avec le service, avec le produit que je vous propose de tester. Le questionnaire, c'est une caractéristique d'un test. On a dit tout à l'heure qu'il y avait une partie analyse et restitution. Bien, pendant cette observation, pendant le déroulement du test, il faut qu'il y ait quelqu'un qui remplisse un questionnaire et puis ensuite qui interagisse avec le testeur pour lui demander ce qu'il a pensé de différentes étapes. Ça se fait souvent par le biais d'un questionnaire. Eye tracking, c'est je vais regarder, c'est très intéressant notamment pour les applis mobiles, pour les sites internet aussi. Je vais regarder, en fait, je vais filmer votre rétine et je vais regarder où elle va regarder sur l'écran, où vous allez regarder sur l'écran et combien de temps vous passez à regarder quelle zone de l'écran. Je vous montrerai une heatmap tout à l'heure, donc l'eye tracking est très intéressant parce que ça permet de percevoir où les gens vont le plus regarder. Vous imaginez une fiche produit, une fiche produit, où est-ce qu'il faut que j'aille regarder? Il faut que j'aille regarder la photo du produit, évidemment. Il faut que je regarde éventuellement le descriptif, il faut que je regarde le prix, et puis il faut assez rapidement que je tombe sur le bouton commander.
ou ajouter au panier. Hein. Donc du coup, l'eye tracking va permettre de faire ça et de regarder où est-ce que vos testeurs regardent le plus souvent. Heatmap, ça va avec l'eye tracking, je viens de vous en parler. Le guérilla test, on verra tout à l'heure 2 petits tests guérilla. Le guérilla test, c'est très simple, hein, c'est vous n'avez pas ou peu de moyens, vous devez aller très vite. Comment vous faites un test, c'est le principe. Le test des 5 secondes, ça fait partie de la guérilla maintenant. L'échelle SUS sont 2 tests qu'on va voir juste après. Voilà, donc caractéristiques d'un test. Une heatmap, vous voyez, ça se présente comme ça. Les zones rouges, c'est là où je regarde le plus longtemps. Les zones transparentes, c'est là où je n'ai pas regardé. Et là, on est sur un site d'information avec un article ici. Et vous voyez, je regarde le menu à gauche beaucoup. Je regarde les autres informations qui me sont proposées beaucoup. Je regarde un peu le visuel de l'article, un peu le titre. Et puis ensuite, vous voyez, la map descend. Mais en fait, du coup, elle est peut-être pas... la concentration de l'utilisateur sur cet écran-là est peut-être pas exactement au bon endroit. Voilà, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir une première vision d'une heatmap. Ensuite, l'échelle System Usability Scale. Ça, c'est un test qui est assez rapide, très rapide même, à proposer à vos utilisateurs. Et c'est quoi en fait? Eh ben, regardez, j'ai une dizaine de questions du type « Je pense que j'aimerais utiliser fréquemment ce système » ou alors « J'ai trouvé ce système facile à utiliser » ou « J'ai trouvé ce système trop incohérent » et vos testeurs vont mettre qu'ils sont d'accord, de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord avec les propositions, donc avec ces 10 questions. Voilà, et on va faire un calcul de score ensuite, qui va permettre de positionner le système, donc le service ou le produit que vous leur avez proposé de tester, sur une échelle de 0 à 100. L'échelle, la voilà. Et donc, pour vous donner une idée, on a indiqué que à 25, si vous avez un score de 25, ce que vous proposez n'est pas bon. Jusqu'à 40, c'est mauvais, c'est acceptable à partir de 50-52, c'est bon à 73, excellent à 86, et le meilleur imaginable, c'est 100. Pour vous donner une idée, sur des produits et des logiciels, Excel est mal placé, hein. Sur Excel, on est acceptable. Un GPS, c'est en bas du bon. En fait, un GPS, ça a à peu près 72-73, c'est bon. PowerPoint, Word sont par là. Un iPhone, il est autour de 80, donc il est entre bon et excellent. Amazon est dans la zone, se rapproche de l'excellence. Évidemment, Google pas évidemment, mais Google est excellent et pas loin du meilleur imaginable, et tout simplement parce que c'est ultra facile à utiliser. Vous vous connectez sur Google, il y a un champ de recherche, il y a un bouton OK, et ben vous tapez, même pas maintenant dans les navigateurs, vous tapez directement votre recherche, et puis vous avez les résultats. Donc ça vous fait une expérience qui est très simple. Donc du coup, et un micro-ondes, vous voyez qu'un micro-ondes, c'est une expérience excellente, parce que c'est pareil, un micro-ondes, c'est simple. Vous mettez votre truc à réchauffer dedans, vous déterminez le temps, vous appuyez sur le bouton, donc l'expérience, elle est facile à vivre. Voilà, donc l'échelle SUS, et franchement, ça vous donne déjà une bonne idée, avec un panel de testeurs qui peut être 5, 10, 15 ou plus, ça vous donne une bonne idée de la compréhension de votre système et de l'appréhension de votre système par ces testeurs. Et c'est très simple. Pour finir, quelques conseils sur les tests utilisateurs. Il y en a 5, bien préparés, évidemment, vos tests utilisateurs, parce que le pire, c'est d'improviser. Hein, si vous recrutez des utilisateurs, vous les faites venir et vous n'avez pas structuré ce que vous voulez leur proposer, eh bien, ils vont sentir que ça patine, et puis, du coup, ils vont se démobiliser, et puis vous n'aurez pas réellement de résultats. Donc, préparer, c'était la première étape tout à l'heure, c'est vraiment très important. Choisir le bon test pour un résultat probant. Hein, si vous faites de l'eye tracking et vous investissez lourd dans l'eye tracking pour au final pas avoir de recommandations ou pas avoir de résultats probants, ben vous serez déçu. Donc du coup, choisir le bon test entre le Kali, le Quanti, le AB, etc. est un point important. Pas plus d'1 heure pour chaque participant. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'en général, on a envie de faire tout tester, son application, son service, son produit, et ça peut être très long. Honnêtement, au bout d'1 heure, tout compris, hein, c'est-à-dire accueil des participants, explication de ce qui va se passer, passage du test, derrière entretien, et puis remerciement. Tout ça, ça doit pas durer plus d'1 heure. Sinon, c'est un petit peu lassant et du coup, ça va biaiser vos résultats. Vous allez avoir un peu de démotivation de la part des testeurs. Donc, pas plus d'1 heure, c'est ce que je vous conseille en tout cas. Relancer sans orienter. Alors ça, c'est important parce que si vous faites tester des produits que vous avez conçus,
ou si c'est l'équipe de conception ou de réalisation qui est en charge des tests. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que quand on conçoit quelque chose et qu'on le réalise, on l'aime bien. C'est votre bébé, hein, ce projet, ce service, ce produit. Et donc, du coup, ça va biaiser votre capacité à le faire tester. Puisqu'en fait, quand un testeur va pas arriver à faire quelque chose, je vous promets que ça se passe comme ça. Si vous avez conçu l'application, vous allez dire, mais c'est simple, il vous suffit de faire ça, 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 ça. D'accord? Et ben là, c'est terminé. Là, vous pouvez plier votre test, vous avez biaisé votre test, puisque vous avez expliqué à l'utilisateur comment faire, alors qu'il devait le découvrir tout seul. Donc, c'est ce que j'ai nommé comme relancer sans orienter, pour ne pas biaiser les tests. Donc, idéalement, ce ne sont pas les gens qui ont conçu, ni les gens qui développent, qui doivent tester, et qui doivent faire tester les produits et les services. Et dernier conseil, et bien évidemment, lancez-vous tout seul, hein, c'est simple, et je pense que je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer d'autres tests que le SUS. Donc vous pouvez vous lancer tout seul, c'est pas si compliqué que ça d'essayer, ou faites-vous accompagner, hein, parce qu'il y a un tas de boîtes spécialisées qui font des tests utilisateurs. Évidemment, GFI en fait partie, donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, vous avez découvert de manière macro les tests utilisateurs. J'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien. Si ça vous a plu, mettez un petit like et partagez cette vidéo. Faites suivre. Et puis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien pour une nouvelle vidéo et passez une excellente journée. Ciao!